Bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur Immedia, hym.media, Laurent Fent avec vous pour un nouvel espace thérapeute où j'ai le très grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Coralie Peralbo. Coralie, bonjour. Bonjour. Très heureux de t'accueillir, on va se tutoyer pour le coup, Ouais. puisqu'on a commencé en antenne dans le tutoiement. Ouais. Tu nous viens du sud de la Bourgogne et est-ce que tu es originaire de Lyon, puisque c'est là apparemment que tu as grandi. Tu as vécu un bon moment. Oui, je suis née à Lyon et ensuite, autour de 6-7 ans, mes parents sont partis dans le 38, dans l'Isère. Et je suis retournée à Lyon pour mes 18 ans. En tout cas, donc, très grand plaisir de t'accueillir dans ces studios. Pour tous ceux et celles qui souhaiteraient d'office en savoir plus et suivre en parallèle des propos de Coralie, eh bien, ce qu'elle nous dit sur son site internet, www.coralie-du6 Peralbo, Peralbo, psychologue.fr. Je rappelle, coralie-peralbo-psychologue.fr. Coralie, tu vas nous parler de pas mal de choses aujourd'hui, notamment à travers le Reiki, le EFT, Emotional Freedom Technique, l'hypnose, la méditation, la logosynthèse, la kinésiologie. On va dire que ta besace est bien remplie de différents outils. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que lorsqu'on arrive sur ton site, on voit surtout marqué psychologue, psychothérapeute. Donc on voit déjà le besoin de rassurer ceux et celles qui viennent à toi, comme quoi tu pratiques une approche de la psyché humaine très conventionnelle, qui pourrait être très basique. Or, tous les différents outils que tu as développés, on va dire, viennent chez toi compléter des perceptions, des capacités, pourrait-on dire, qui restent relativement cachées pour pas trop faire peur par rapport à tous ceux et celles qui souhaiteraient suivre une thérapie, j'allais dire classique. Donc c'est d'autant plus intéressant de t'avoir dans le cadre de cette émission, Coralie. Alors, comme à notre habitude, on aborde durant une première partie de cette émission un petit peu ton parcours. Qu'est-ce qui a amené une jeune femme, puisque tu as un petit peu plus de la trentaine maintenant, à aborder l'être humain ou à l'envisager sous le regard classique, pour sous-jacent à cela, proposer toutes sortes de thérapies, on va dire beaucoup plus holistiques, si on peut dire ça comme ça, avec pas mal d'énergétique. Ça, c'est toujours intéressant de voir qu'est-ce qui nous amène sur les chemins de la destinée à telle rencontre, tel livre ou tel événement qui vient nous repositionner en notre fort intérieur, et bien entendu, ça va avoir des incidences sur tout notre entourage. Alors, petite question de prime abord. Tu as un jeune frère, 3 ans d'écart, vous êtes deux. Papa, maman, on va dire, avec un père d'origine espagnole. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'accent sur le... Je viens de l'apprendre. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu le climat dans lequel tu as grandi? Quelles étaient les valeurs fortes que t'ont transmises tes parents, voire peut-être religieuses, s'il y a, sachant que le côté latin peut être très prégnant chez les Espagnols, les Portugais ou les Italiens. Donc voilà, je te laisse un peu nous dire un petit peu le contexte. Alors, j'ai grandi avec mes 2 parents et mon frère. Mon père était plutôt rationnel, à ne pas croire à tout ce qui pouvait être en lien avec tout ce qui était énergétique, présence, etc. Ma mère, elle, est plus ouverte à ce genre de choses. Elle tire les cartes, par exemple. Elle croyait à tout ce qui était du monde invisible, mais sans avoir beaucoup de connaissances en énergétique, si ce n'est en ce qui se passe dans l'après-vie, parce qu'elle a lu quand même quelques livres à ce sujet. Ah, donc, d'accord, le sujet l'intéresse Ouais. quand même. Ouais. Enfin, pour tirer les cartes non plus, faut pas, voilà, faut quand même être amené à envisager tous ces sujets sous un certain angle. Est-ce que la religion ou la foi, même si c'est pas forcément pareil, était prégnante au sein de ta famille? Non. D'accord, donc ton père, malgré sa tradition, on va dire, espagnole, ne s'est pas du tout intéressé à tout ce qui a trait à la religion ou autre. Non, pas du tout. Les valeurs qui ont été les plus prégnantes au sein de ta famille, c'était quoi? Des valeurs de... Des valeurs. Non, il n'y a pas eu spécialement de grandes valeurs, en tout cas, qui nous ont été inculquées. Mon père avait tendance à
à travailler, pas mal. Ma mère était mère au foyer, donc elle passait plus de temps avec nous. Il n'y avait pas fait spécialement de religion ou d'autres types de valeurs vraiment prégnantes. D'accord. Qu'est-ce que souhaitait la Coralie, peut-être adolescente? Qu'est-ce qu'elle souhaitait faire plus tard? Alors, aux périodes de l'adolescence, à partir de la seconde, j'ai voulu être psychologue. Ah, d'accord. Ouais, c'est un livre en fait que j'ai trouvé dans la bibliothèque de mon oncle sur la psychanalyse, qui m'a donné envie de m'intéresser à tout ça. Sachant que j'étais très mauvaise à l'école, que j'ai pas envie de travailler tout simplement, que je ne travaillais pas, que je lisais aucun livre. Et à partir du moment où j'ai vu ce livre de psychanalyse, j'ai commencé à lire et à prendre des notes, chose que j'avais jamais fait. Je ne sais pas si j'avais déjà lu un livre auparavant, mais il me semble que non. Et j'ai appris l'intégralité du livre et après, ça m'a donné envie d'en connaître davantage et de vouloir exercer dans ce domaine. Et c'est-à-dire que Coralie, jeune, était un peu rebelle. Oui. Et à ton sourire, je me dis pas qu'un peu. Oui. Ok. Alors, cependant, si on s'intéresse à la psychanalyse, à l'âge du lycée, première année, on a quoi? On a 15-16 ans. Est-ce à dire que tu ne comprenais pas l'être humain? Non. Au contraire, je comprenais. C'est comme si j'avais une capacité à comprendre finalement ce qu'il y avait derrière les mots, en fait. À comprendre un peu la structure finalement de la personne, ce qu'était la personne réellement intérieurement. Au-delà des apparences? Oui, au-delà des apparences. Sauf que j'avais peut-être besoin de modèles explicatifs, de choses plus concrètes sur lesquelles peut-être m'appuyer, ou plus des théories, des choses comme ça. D'accord. La psychanalyse, ce livre dont tu parles, traitait de la psychanalyse au sens large, ou est-ce que c'était à travers Jung, Freud, Lacan, mix Au sens large. Au sens large. Ouais. Qu'est-ce qui a été décisif dans ce livre pour qu'il t'appelle à ce point-là? Qu'est-ce que tu as trouvé de si remarquable pour prendre des notes et puis, bien entendu, faire la suite de tes études, aller en profondeur dans ce cursus? C'est une compréhension finalement qu'il y avait derrière, de savoir qu'il y avait des concepts qui permettaient d'expliquer des choses, de pouvoir avoir quelque chose de plus concret, de plus conceptuel. D'accord. Il y a quand même un élément sous-jacent à ça, parce qu'on parlait des valeurs tout à l'heure, tu dis qu'il n'y a aucune valeur, mais effectivement, au-delà des valeurs, est venu se greffer certaines expériences en rapport avec l'invisible qui étaient très fortes, et notamment dès l'âge de 6 ans. Tu peux nous en dire plus? Alors à l'âge de 6 ans, j'ai perdu mon grand-père, et suite à ça, j'ai commencé à l'entendre et à communiquer avec lui. Donc il était présent sans cesse. Il était présent dans l'invisible, on va dire. Je sais pas si j'en ai parlé à mon père, c'est pas sûr. Ma mère ne me croyait pas, mais moi je savais que je lui parlais. Donc pas de vision, mais enfin si tu l'as vu une fois ou Oui. deux? Ouais. Oui. Alors, quand à l'âge de 6 ans, on a ce genre de perception, et je ne sais pas si tu avais réalisé qu'il était mort dans son aspect physique, parce qu'à 6 ans, on n'a pas encore vraiment atteint l'âge de raison, et on aurait peut-être tendance à penser que c'est tout à fait normal et naturel, et que grand-père, il est toujours vivant. Donc, est-ce que tu avais conscience de ce qu'était la mort? Alors je me posais beaucoup de questions par rapport à la mort. Alors je ne sais pas si c'est vraiment autour de cette période, ou peut-être un an avant, ou un an après. Enfin, en tout cas, c'était dans ces eaux-là, autour de mes 6 ans. Mais je savais qu'il était mort. Déjà, j'en avais conscience. Lui-même me disait qu'il allait passer des sortes de paliers, et qu'au bout d'un moment, on arriverait moins à communiquer aussi. Que ce serait de plus en plus difficile, qu'il serait de moins en moins souvent proche de moi. Et ça a duré combien de temps à peu près cette communication? Ça a duré plusieurs années. Ah oui? Ouais. Même en tant qu'adolescente, c'était encore présent? Tant qu'adolescente, non, j'ai plus souvenir à l'adolescence. Alors, ce qui m'intéresse, moi, dans ce contexte-là, c'est que le rapport aux mondes invisibles, donc potentiellement
à qu'est-ce que la vie terrestre et qu'est-ce que la mort. Donc des questions d'ordre fondamental sont présentes. De surcroît, tu me le disais hors antenne, vous aviez déménagé avec tes parents, ton frère, une nouvelle maison. Et là, c'était la foire d'empoigne, ça se bousculait au portillon, toutes sortes de manifestations à l'intérieur même de la maison, et ça pendant plusieurs années. Malgré le fait que ton père n'y croit pas et qu'il ne s'expliquait pas certaines choses. Donc on peut dire que le monde de l'invisible était très présent déjà durant... alors, au-delà de ton grand-père, une bonne partie de ton jeune âge. Je ne sais pas si ça a perduré par la suite, encore aujourd'hui, mais sous peut-être d'autres formes, on y reviendra. Ce qui m'interpelle, c'est comment on évolue, comment une jeune fille, une jeune femme, évolue en ayant ce rapport-là à l'invisible, si de surcroît, elle ne trouve pas, entre guillemets, des réponses auprès de son père, de sa mère. Est-ce qu'elle peut en trouver à travers des livres? Question. Est-ce qu'elle peut en trouver à travers, je ne sais pas, à l'époque, ce qu'il peut y avoir, peut-être des livres, effectivement, qui sont bien spécifiques. Est-ce que c'est une quête pour toi d'essayer de comprendre un petit peu le contexte et pourquoi tu serais la seule à avoir ces perceptions-là? À la période où ça m'arrivait, donc la période de l'enfance et de l'adolescence aussi, parce que pendant l'adolescence aussi, il se passait des choses au niveau de la maison. Je me posais des questions, mais j'allais pas chercher des réponses ni dans des livres, ni auprès de mes parents. C'était des questions qui restaient comme ça, ouais. Est-ce que ces genres de choses te faisaient peur ou pas? Alors pas le fait de parler avec mon grand-père, bien sûr, parce qu'au contraire, il me rassurait. Mais les présences qu'il y avait dans la maison, oui, certaines, oui. Donc tu faisais un distinguo, je veux dire, le monde de l'invisible en tout cas, il pourrait y avoir de tout. Oui, ouais. D'accord. Est-ce que tu décides d'entreprendre justement tes études en psychologie, donc après le bac, avec d'une manière sous-jacente, peut-être, de trouver des réponses à ces questions fondamentales que je viens d'énoncer? Non, pas de manière consciente en tout cas. D'accord. Alors, tu me disais hors antenne qu'à un moment donné, justement, tu avais totalement coupé les ponts par rapport à ces ressentis, perceptions. Ça s'est fait à quel moment? Ça s'est fait à l'arrivée à la fac, donc pour mes 18 ans. Enfin, à peu près, peut-être pas à 18 ans pile, mais en tout cas, la psycho, c'est quand même très scientifique. Du coup, ça laisse peu de place à ce qui ne peut pas être expliqué, ce qui ne peut pas être validé d'un point de vue scientifique. Donc j'avais tendance à me dire que finalement, c'était quand même, c'était mon esprit en fait qui pensait tout ça. Alors, je le tu te faisais ta propre analyse, disons que je suis schizophrène, j'entends des voix, non? Non, j'allais pas jusque-là, jusqu'à dire que c'était du délire. Mais en tout cas, je remettais en question le fait d'avoir entendu mon grand-père jusqu'à présent, parce qu'après, je l'entendais plus après cette période, bien sûr. Et puis pour ce qui se passait au niveau de la maison, je me posais pas trop de questions en fait. Mais quand j'y retournais, parce que des fois j'allais quand même chez mes parents, il se passait encore certaines choses. Mais c'est comme si je décidais de mettre de côté, de faire comme si ça n'existait pas, alors que malgré tout, il se passait des choses. Je trouve ça remarquable, à quel point l'être humain peut être dans le déni, même à travers des expériences éprouvées. Qu'il n'ait pas d'explication, c'est une chose, effectivement, mais mettre de côté ou dénigrer l'expérience qui se manifeste, je trouve ça remarquable. D'autant plus pour quelqu'un qui fait des études pour essayer de comprendre comment fonctionne la psyché humaine. Donc, quel est le regard au fil de tes études que tu portais sur toi vis-à-vis, et je ne sais pas dans quelle mesure c'était prégnant, poignant, dans quelle mesure ça t'habitait, tout ce que tu avais vécu entre ton grand-père et puis ces différentes manifestations. Si tu regardais ça avec le recul et comment tu l'envisageais tout au long de tes études de psy? C'est comme si je l'avais mis de côté, en fait. Donc tu regardais même pas ça? Tu le regardais pas? Tu l'analysais pas? Non. Avec le regard de la psy? Non, c'est comme si je me disais que finalement, c'était vraiment une vue un peu de l'esprit, le fait d'avoir entendu mon grand-père, que peut-être que j'avais du mal à faire le deuil ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'était comme ça que je me l'expliquais. D'accord. Et puis pour ce qui est de ce qui se passait à la maison,
j'y mettais de côté en fait. Je l'interrogeais pas, comme si ça n'existait pas. Et en même temps, quand j'y allais, je sentais bien qu'il y avait des choses quand même qui se passaient. Lorsque tu abordes tes études, alors je ne sais pas combien de temps ça dure, et peut-être que pour ceux et celles qui nous écoutent, rapidement, tu pourrais nous faire un petit débriefing qu'on trouve sur ton site. Je trouve ça intéressant parce que c'est rarement mis en avant, la distinction entre justement la psychiatrie, la psychanalyse, la psychologie. Qu'est-ce que c'est que les études que tu as faites finalement? C'est pour déboucher sur quoi? Qu'est-ce que tu peux te permettre de faire, de ne pas faire? Alors, déjà pour la différence entre toutes ces spécialités, c'est que le psychiatre fait des études de médecine, donc c'est un médecin à la base qui se spécialise et qui va aborder plutôt les pathologies mentales, qui n'est pas forcément formé à la thérapie, donc pour traiter, mais plus pour de la médication à la base, même si certains vont essayer de traiter certaines données. Le psychanalyste, lui, c'est une profession qui n'est pas réglementée. Donc n'importe qui peut s'avérer être psychanalyste. Mais le psychanalyste doit faire une analyse personnelle qui dure environ une dizaine d'années et passer aussi par un cursus que je connais pas vraiment. C'est des écoles en fait. Et le psychologue, lui, rentre en fac de psycho. Il faut avoir un Master 2 maintenant, ça s'appelle un Master 2 pour être psychologue. Moi, j'ai fait plus que 5 ans, j'ai fait 6, 7, 8 ans au total, si je ne me trompe pas. Quelqu'un qui n'aimait pas les études, quand t'aimes, t'y vas. Ouais. Mais voilà. D'accord. Et la psychologue, la différence qu'il y aurait avec la psychothérapeute? Alors, la psychologue n'a pas forcément les outils en fait pour pouvoir travailler. Psychothérapeute, c'est plus l'aspect, on va dire, un peu plus technique, tout l'outillage qu'il peut y avoir en plus. En tout cas, c'est ma manière de voir les choses. Je vois pas trop la distinction pour le coup. Quand tu parles d'outils, tu penses à quoi? Par exemple, certains psychothérapeutes vont plus se lancer à tout ce qui est technique d'aspect cognitivo-comportemental et on va voir ce bagage un peu d'outils. Certains vont plus se lancer plus sur de la systémie, vont avoir ce type de bagage. Certains comme moi vont plus se lancer dans de la psychologie énergétique. Après, c'est pas forcément très répandu. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, donc si j'entends bien tes propos, tu commences à travers des études de psychologie pour être psychologue et tu pourrais très bien t'arrêter là, ouvrir ton cabinet, psychologue, et puis vu que c'est une profession qui est reconnue, brevet d'État, etc., ma foi, faire ton trou gentiment, sans faire de vagues. Je dis pas que tu fais des vagues, mais voilà, on pourrait s'arrêter là. Pourquoi t'orienter en plus vers la psychothérapie? Alors je sentais qu'il manquait quelque chose, que c'était pas suffisant, que rester uniquement sur un plan verbal, ça permettait de comprendre certaines choses, mais la compréhension suffit pas à vraiment traiter l'intérieur, à vraiment libérer tout ce qui est de l'aspect des mémoires émotionnelles, des mémoires corporelles, etc. Est-ce que c'était une évidence pour toi, justement, ça? Oui. Tu avais commencé à exercer la psychologie? Oui. Tu t'étais aperçu de la limitation de l'outil, si je puis dire? Oui. Ok. Dans quelle mesure ça t'a interpellé ou pas, cette idée que, si on peut parler de mémoire cellulaire ou de tout ce qui a trait au transgénérationnel, tous ces concepts-là, est-ce que pour toi c'était quelque chose de nouveau, qui avait plus ou moins des explications à travers le côté un peu populaire? Je sais pas, par exemple, je sais pas si tu t'y intéressais, le chamanisme ou le New Age, où il y avait déjà ce langage-là qui était déjà bien ancré. Après, il y a le psycho-transgénérationnel qui existe aussi, qui lui, pour le coup, peut être abordé à la fac, si ma mémoire est bonne. Est-ce que tu étais familiarisé avec ces idées-là, que le corps peut engrammer des mémoires dues aux ancêtres, dues à d'autres choses peut-être, puisqu'on parle de transpersonnel,
à ce niveau-là, dû à des mémoires de vie passée, certains appelleraient karmiques ou autres. Alors, je dirais oui par rapport à tout ce qui concerne l'aspect transgénérationnel, parce que j'avais fait un DU d'addictologie au milieu de mon parcours. Au milieu de mon parcours universitaire. Et dans le cadre de ce DU d'addictologie, j'avais travaillé sur tout l'aspect transgénérationnel en lien avec une problématique alcoolique. D'accord. Un problème qui se transmet donc de génération en génération. Ou du moins un secret de famille en tout cas qui du coup avait favorisé ce passage un peu à l'alcool pour pouvoir régler un peu les tensions que ça peut produire. Est-ce que ce parcours, on va dire classique, a été l'occasion pour toi de mieux saisir qui était Coralie Peralbo? Non. Alors, il y a cette idée, puisque tu parlais tout à l'heure des psychanalystes et la nécessité de faire un travail, un suivi psychanalytique pendant de nombreuses années. Est-ce que, quelque part, peut-être, ce que tu apprenais, tu as eu l'occasion de décrypter, rapidement ou pas du tout, j'en sais rien, ta propre histoire et de voir un petit peu ce qui se jouait, juste pour t'amuser, peut-être dans un premier temps? Alors j'ai commencé un travail sur moi pendant mes années de licence. Donc j'ai commencé à ce moment-là avec des psys plutôt d'orientation analytique et des psychanalystes. Et par la suite, bien plus tard, j'ai commencé à m'ouvrir à tout un tas d'autres domaines, d'autres types de thérapies qui permettent aussi de pouvoir libérer des choses un peu plus en profondeur. On va les aborder, ces différents autres domaines. Ce qui m'interpelle, c'est d'essayer de saisir qu'est-ce que Coralie Peralbo est l'occasion d'intégrer d'un point de vue de la transformation intérieure durant ce parcours. Parce que de l'adolescente rebelle, qui n'en fait qu'à sa tête, qui n'aime pas les études, et puis de cette nouvelle Coralie que tu es en train de nous décrire, qui s'investit bien dans ce climat un peu d'ordre psychologique, psychanalytique, etc. J'y vois un peu comme deux poids, deux mesures. Pour ceux et celles qui t'écoutent, on voit que tu es quand même bien posée, que tu es sereine, alors que relativement jeune. En même temps, on pourrait ressentir un peu effectivement ce côté rebelle qui est toujours là. Et moi, je me pose la question en me disant, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que elle bascule dans le côté insouciance, rebelle, empêcheuse de tourner en rond, mettre son grain de sable toujours là où il ne faut pas, et puis de l'autre côté, le côté studieux, qui cherche à approfondir, mais approfondir quoi? Moi, c'est ça, comme s'il y avait une quête, puisque tu parlais d'inconscience tout à l'heure, comme s'il y avait une quête, mais qui n'était pas mise en lumière. Est-ce que tu sais à ce moment-là pourquoi tu cours? Et pourquoi tu vas chercher dans les profondeurs? Mais chercher quoi? C'est quoi le trésor que tu cherches? À ce moment-là, en tout cas. À ce moment-là. Je pense qu'il y avait une recherche quand même de mieux-être, que je me rendais compte qu'il y avait des points de souffrance en moi, des choses que j'avais pu vivre qui avaient pu être difficiles et marquantes dans mon histoire. Et je pense que j'avais besoin aussi de pouvoir me libérer de ça, de comprendre des choses par rapport à ça, etc. Est-ce que tu t'es étonné quelque part en regardant, en tournant vers le passé, de voir celle que tu étais adolescente et la femme studieuse et persévérante, consciencieuse que tu étais devenue? Oui, complètement. Je pense pas qu'on puisse faire ce métier si on n'aime pas l'humain, puisque c'est surtout un métier d'écoute. Et j'ai pu constater que ça, tu sais très bien faire.
quel est le regard que tu portais à l'époque sur l'humain? J'aimais bien justement l'humain, effectivement, comme tu le dis. J'écoutais beaucoup les personnes et je comprenais aussi ce qu'elles vivaient, même au-delà de ce qu'elles pouvaient dire. Plusieurs de mes copines que j'avais à l'époque et avec qui j'ai parlé récemment m'ont dit qu'elles n'étaient pas étonnées que je sois psy parce que j'avais vraiment une compréhension qui était assez profonde des choses et que même ce qu'elles disaient pas, je pouvais le percevoir. Que même lorsqu'elle n'allait pas bien, je repense la conversation avec une copine, elle me disait que même lorsqu'elle n'allait pas bien, même si elle ne voulait pas le dire, je le savais et je lui disais non, ça ne va pas là. Et j'avais une compréhension qui était comme si je comprenais un peu la profondeur vraiment de la personne. Est-ce que aujourd'hui, tu peux l'expliquer notamment avec tes facultés de clairvoyance que tu avais alors, il y a clairvoyance et médium, ce qui n'est pas forcément la même chose, même si c'est très proche, sachant que le médium peut communiquer avec les défunts, comme tu l'as fait avec ton grand-père, et notamment avec des entités du monde de l'astral, alors que le clairvoyant, c'est une faculté autre qui serait plus ou moins similaire, à savoir avoir la faculté de décrypter les circuits énergétiques de la personne, par où elle passe, quels sont ses outils de communication vis-à-vis du monde. Donc, est-ce que pour toi, ça, aujourd'hui, clairement, c'est de la clairvoyance pour toi? Oui, alors de la clairvoyance ou voire même de la clairconnaissance aussi. Je fais un peu le distinguo entre les deux parce que pour moi, c'est deux canaux qui sont différents, des canaux de réception différents. Donc je dirais que ça ressemble peut-être même plus à de la clairconnaissance, que l'information, elle est comme ça. On ne sait pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça. Pourquoi, ou en tout cas, voilà, je vais répéter plutôt les différents outils, Reiki, EFT, hypnose, méditation, logosynthèse, kinésiologie. C'est pas tout à fait ça. Alors, tu vas pouvoir nous dire un petit peu dans l'ordre, en tout cas, quels sont les outils par lesquels tu es passé, à travers ceux que j'ai cités plus ou moins, et pourquoi tu t'y es dirigé. D'accord. Ça a commencé par quoi? D'accord. Alors, j'ai commencé par l'EFT. À la période où je travaillais à l'hôpital, j'avais une collègue qui s'était formée à l'EFT et qui me parlait de l'EFT et je trouvais des parallèles entre ce qu'elle pouvait dire, notamment tout ce qui est traitement du trauma, avec la manière d'aborder le trauma par la psychanalyse. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, parce que peut-être que pour certains, l'EFT, ils ont peut-être entendu, mais ils ne savent pas du tout en quoi ça consiste. Alors, l'EFT, c'est une technique dite de libération émotionnelle. Pour moi, elle libère plus que des émotions, c'est vraiment des mémoires que ça vient libérer. C'est une technique où on utilise des points d'acupuncture, où on vient tapoter sur ces points d'acupuncture en disant des phrases qui exposent à ce qu'on vient libérer. Quand tu nous dis ça comme ça questionne énormément sur la mémoire du corps, ou qu'est-ce que le corps. J'aimerais avoir ton ressenti là-dessus, pour qu'après on puisse faire le distinguo avec la kinésiologie, qui est aussi une autre approche par rapport au corps. Enfin, tu nous diras un peu ce qu'il en est. Donc, déjà, on pourrait être étonné que l'EFT, Emotional Freedom Technique, soit utilisé, ou en tout cas tu en as entendu parler alors que tu étais à l'hôpital. Oui. Est-ce que ta collègue là en question travaillait aussi dans l'hôpital, celle qui utilisait cette technique? Oui. Donc, c'est-à-dire que l'EFT est utilisé en milieu médical, reconnu au sein des hôpitaux? Oui. Il y a de plus en plus d'avancées scientifiques pour montrer ce à quoi sert l'EFT et les fondements de l'EFT. Donc il y a énormément d'études qui sont faites maintenant. Super. Ouais. Donc c'est même enseigné maintenant dans des facultés en DU, etc. En France? Oui. Ah bah là, je m'en vois ravi d'apprendre cette nouvelle. Ouais. Est-ce que parce que là pour le coup le corps apparaît sous un tout autre un nouvel angle, un nouveau jour, si je puis dire ça comme ça. Qu'est-ce que ça nous permet
comment envisager le corps à travers l'EFT? Le corps, c'est quoi au final dans cette histoire? Alors, comment tu l'expliquerais? Quand on utilise l'EFT, on va s'intéresser à ce qui est de l'ordre de l'émotion. Et l'émotion, on la ressent au niveau du corps. Donc ça a une place quand même qui est importante à ce niveau-là. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'EFT, ça vient aussi travailler sur les traumas qui sont à l'origine de tout un tas de douleurs et de perturbations aussi au niveau du corps. Comme les migraines, comme les syndromes de l'intestin irritable, comme tout type de douleurs aussi chroniques que certaines personnes peuvent avoir. Et alors, dans ce sens-là, ces symptômes sont le reflet de quoi dans le corps? Enfin, comment celui qui pratique l'EFT le perçoit? Je ne sais pas si la question est claire. Oui. Alors c'est comme le reflet de traumas qui ont laissé des traces au niveau du corps. Donc on parle de mémoire du corps? C'est pas forcément vu comme tel au niveau de l'EFT. Là, ça c'est plus moi en fait qui le définit de cette manière-là. Au niveau de l'EFT, on va plus l'expliquer à un niveau cérébral. Qu'en quelque sorte, c'est le système d'alarme un peu de douleur du cerveau qui reste activé, on va dire. Même si, pour simplifier. Même si comment est-ce que je pourrais dire ça? Le déclencheur psychologique n'est plus présent? Oui, c'est comme si cette alarme en fait était activée en permanence du fait du trauma qui n'avait pas pu être intégré, en quelque sorte. Et c'est-à-dire que l'émotion n'a pas pu être vécue pleinement? Oui, tout à fait. Elle a été dans le déni? On ne parle pas forcément de déni, non. D'accord. Non. C'est juste que quand la charge émotionnelle est trop importante, ça dépasse un peu les capacités de la personne à pouvoir l'intégrer, à pouvoir se laisser traverser par cette charge émotionnelle qui doit repartir, en fait. C'est comme si elle restait bloquée, en quelque sorte. Tu mentionnais tout à l'heure une sorte de similitude avec tu parlais de points d'acupuncture. Et c'est-à-dire que l'EFT s'appuie sur la médecine traditionnelle chinoise. Oui, tu valides de la tête, ok. Ouais. Et c'est-à-dire qu'on a fait une cartographie des émotions, est-ce qu'elles sont enfermées, entre guillemets, ou bloquées dans le corps? Non, l'EFT, c'est une technique qui est assez simple, justement, qui a été mise en place pour que tout le monde puisse l'utiliser. En faisant ce qu'on appelle la ronde d'EFT, donc c'est un certain nombre de points qu'on fait les uns derrière les autres, ça permet de vraiment libérer l'émotion sur laquelle on va venir se connecter. Donc il n'y a pas besoin forcément... qui s'active, donc il n'y a pas besoin de connaître quoi que ce soit. D'accord. Au même titre que la personne peut très bien avoir oublié d'où vient ce qui l'a traumatisé comme expérience de vie et de venir vous voir parce qu'elle se sent bloquée par rapport à sa vie, je sais pas, que ce soit professionnelle, sentimentale ou peut-être d'ordre physique tout simplement, sans qu'elle ait fait de connexion avec tiens oui j'ai vécu telle expérience dans le passé, etc. En tout cas l'EFT, lui, n'a pas besoin de savoir du pourquoi, du comment. Il va venir donc libérer le blocage en question. Oui, si on va sur ce qui a été à l'origine. Donc pour ça, soit je vais utiliser le test de kinésiologie. Donc souvent je l'utilise en autotest maintenant, donc je le pratique sur moi-même. Soit j'ai des informations qui me viennent et je vais m'appuyer sur ces informations-là pour pouvoir travailler sur l'événement. Alors, j'aimerais qu'on reste justement, puisqu'on fait le lien avec la kinésiologie. Je ne sais pas, à travers les différents outils que j'ai dit, comme ça un peu pêle-mêle plus ou moins, à quel moment arrive la kinésiologie dans cette histoire? Alors, c'est pas de la kinésiologie en fait que je fais. C'est juste le test en fait de kinésiologie que j'utilise. D'accord. Le test, un des tests de kinésiologie, le test musculaire. Pourquoi? Pour pouvoir avoir des renseignements, justement. Par exemple, quand on travaille sur une douleur, il faut trouver l'origine de la douleur. Et pour trouver l'origine de la douleur, pour que ça aille vraiment vite... On parle de douleur physique? Oui, de douleur physique. Par exemple, je donne juste un exemple. Ça peut très bien être quelque chose de plus psychique.
Pour trouver l'origine, il va falloir trouver le nombre d'événements qui peuvent avoir cette origine et savoir les dater aussi pour pouvoir revenir dessus. Alors quand tu dis d'où vient la douleur physique, Ouais. quand tu dis d'où, est-ce qu'on parle du corps ou est-ce qu'on parle de la psyché? La psyché. Ok. Donc, est-ce que tu peux donner un exemple concret? Une mise en situation, sans pour autant donner de nom, etc. Mais peut-être de nous parler d'un exemple d'une personne que tu as reçue qui pourrait corroborer ce que tu nous dis et à quel moment ça t'a vraiment été utile pour capter justement à travers la kinésiologie où se trouverait le problème, entre guillemets. Par exemple, pour une migraine d'une personne qui était migraineuse depuis de grandes années et qui avait aussi une mère, je crois, qui était migraineuse, si je ne me trompe pas. Au test de kinésiologie, il y avait 2 événements qui étaient en lien avec cette migraine-là, dont un événement, un traumatisme dans son enfance, où elle avait perdu quelqu'un de sa famille. Et un deuxième traumatisme, alors je ne sais plus à quel moment il a eu lieu, un deuxième traumatisme qui faisait écho au premier, justement, à une sortie scolaire. Ok, alors, prenons cet exemple-là. Ouais. Donc, tu fais le test Ouais. pour savoir d'où, ou en tout cas à quand remonte dans l'histoire de la personne que tu as en face de toi, à quand remonte le trauma ou l'origine du trauma. Là, tu l'as bien énoncé, hein, donc à savoir perte de quelqu'un durant son enfance. Ok. Seulement là, tu questionnes le corps, c'est pas la personne qui va te répondre. Donc comment le corps peut te dire quelque chose d'aussi précis? Je vais regarder en fait le nombre d'événements qu'il peut y avoir, par exemple, quand j'utilise en tout cas cette technique, le nombre d'événements qu'il peut y avoir. Et comment tu peux le savoir? En faisant en autotest, en test de kinésiologie, je dis qu'il y a un événement qui est en lien avec ce problème-là. Ensuite, je teste s'il y en a 2, etc. Oui. Donc je sais combien il y en a. Et une fois que je sais le nombre d'événements, je vais essayer de dater l'événement, de savoir si c'était avant l'âge de 10 ans, après l'âge de 10 ans, etc. Pendant la vie intra-utérine, ou voire transmis par des ancêtres. Maintenant, je le fais un peu plus souvent. Voilà, j'interroge à ce niveau-là. Et le corps, j'allais dire, est-ce que... ça pose beaucoup de questions, parce que les réponses sous-jacentes. La première, c'est est-ce que le corps t'est déjà menti? Ou est-ce que tu as mal interprété? Et comment le corps peut-il avoir autant de mémoire ou de justesse? Enfin, il y aurait de quoi être bluffé sur le fait qu'on pourrait se demander, bon, bah, finalement, je suis qui? Est-ce que je suis le corps? Est-ce que je suis mes pensées? Qui je suis? Enfin, ça vient sous-jacent à tout ça. Parce que je ne sais pas à qui tu proposes ces tests. Parce que peut-être que les gens ne sont pas prêts à aborder quelque part ce qui est sous-jacent à ce test-là. Alors je dirais que déjà, pour moi, le corps ne ment jamais. T'as jamais planté, comme on dit? C'est-à-dire qu'à chaque fois, il a fait mouche dans les réponses qu'il a données. Alors, ça arrive parfois que la personne ne sache pas ce qui s'est passé au moment où ça s'est produit. Mais dans ce cas-là, je vais utiliser d'autres manières de procéder. C'est pas un problème, en fait. Je m'adapte à chaque fois en fonction de chaque personne, donc il n'y a pas de problème. Mais le corps ne se trompe jamais. On a tout le corps qui réagit. Quand on est en accord avec quelque chose, on a tendance à perdre de l'énergie, on a les pupilles qui se rétractent, etc. Quand on est en accord avec quelque chose, au contraire, on a le corps qui gagne en énergie, on a les pupilles qui se dilatent, donc on a vraiment tout le corps qui réagit tout le temps. Donc le principe de ce test-là, c'est justement de pouvoir interroger le corps. Si on est en accord avec ce qu'on va dire, le corps, il va être fort. Si on est en désaccord avec ce qu'on va dire, il va perdre de l'énergie. Et à ce moment-là, quand on va appuyer sur le bras va diminuer en intensité. Enfin, va perdre de l'énergie, n'aura plus la même résistance. Après, moi, je le fais en autotest, donc je le fais pas forcément sur les personnes. Je trouve que ça va plus vite sur moi et c'est plus simple pour moi. Comment tu peux avoir suffisamment confiance en toi
ou en tout cas dans ton corps. Parce que là, tu interroges sur la vie de l'autre, Ouais, et pas sur ta vie à toi. ouais, ouais, ouais. Donc pourquoi ton corps répondrait à la place de la vie de la personne qui vient te voir? Parce qu'on est tous connectés au même champ d'information. On peut se connecter à un champ d'information. Donc je peux me connecter à l'autre personne et interroger à travers mon corps l'autre personne. C'est un champ d'information finalement. Alors ça, c'est la Coralie d'aujourd'hui qui nous dit ça. Et il y en a qui pourraient t'écouter en disant waouh, ça va loin, son délire, qu'est-ce qu'elle a fumé, etc. Or, tu as commencé d'une manière très pragmatique, justement en faisant des études entre guillemets scientifiques, dans le sens où en tout cas le cursus est connu, ça répond bien à notre esprit rationnel de notre société moderne occidentale. Là, ce que tu nous dis, c'est ça peut aller loin dans tout. Alors, à quel moment t'as basculé, Coralie? Qu'est-ce qui s'est passé pour que de la fille studieuse qui avait mis de côté totalement sa prime jeunesse, une ouverture vers ses conceptions? D'ailleurs, si je dis ça, j'ai vu il n'y a pas longtemps koh ou quelque chose qui ressemble. Un jeune homme qui était très confiant parce que sur l'île, il était kinésiologue. Et que en fait, savoir si l'eau était polluée, si on pouvait la boire, il questionnait son corps et que ça répondait. Et il y avait la voix off qui disait bon, la kinésiologie n'est pas du tout reconnue aujourd'hui, ne faites pas ça, ça pourrait être dangereux, etc. Pour la personne qui en tout cas questionnait son corps à savoir si l'eau était potable, il écoutait, aucun doute, hein, l'eau est potable, donc on peut la boire, sans la faire chauffer ou la faire bouillir. Voilà. Donc je reviens sur la question que je t'ai posée. Si je raconte cette petite histoire, c'est pour montrer le décalage entre ce que sous-entend la kinésiologie, même si c'est les tests, j'allais dire, premiers pour voir un petit peu un état général, et puis la manière dont c'est perçu dans notre société. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que de l'une, tu passes à l'autre? Alors, à une période où j'étais en institution, j'avais beaucoup de stress dans le service dans lequel j'étais, notamment avec une chef de service avec qui ça se passait mal. Et à ce moment-là, j'ai cherché une soupape pour pouvoir lâcher cette tension intérieure. Le sport n'était pas suffisant, sachant que je faisais beaucoup de sport aussi à ce moment-là. Et je me suis assise dans une pièce et je me suis dit que j'allais méditer. Je n'avais jamais médité de ma vie. J'avais vaguement entendu parler de ce qu'on appelle la méditation de pleine conscience, mais sans plus. Et je me suis dit que j'allais m'asseoir et prendre une pierre avec moi, parce que je m'intéressais aussi aux pierres. Je commençais à m'intéresser aux pierres, mais voilà, je savais qu'il y avait quelque chose avec les pierres. Donc j'ai pris une pierre et puis j'ai médité. Et j'ai senti qu'il se passait des choses, à la fois au niveau des ressentis énergétiques, des ressentis physiques, des images aussi qui pouvaient venir, et que je pouvais me connecter à différents niveaux pour percevoir soit les choses dans mon corps, soit plus voir les images. Tout dépendait en fait de ce que je voulais, de la focalisation, on va dire, un peu que j'avais. Et que les méditations étaient très différentes en fonction de la pierre que je tenais dans la main aussi. Que chaque pierre était très différente. Et ça a commencé à m'ouvrir. Qu'est-ce que ça a de rationnel, tout ça? Pour justement la personne rationnelle que tu es à ce moment-là, au moment où tu commences la méditation, tu expérimentes certaines choses, tu vois certaines choses, mais bon, on rêvasse quand on médite. Enfin, pour certains. Ça peut être catalogué comme tel. Rien de concret, rien de tangible. Donc, qu'est-ce qui t'interpelle à ce point-là pour la personne rationnelle que tu étais devenue? Alors, effectivement, c'était pas non plus très rationnel ce qui se passait dans ces moments-là, même si la méditation, maintenant, on en parle beaucoup dans le milieu hospitalier, la méditation de pleine conscience. On ne parle pas forcément des autres, mais la méditation de pleine conscience a de plus en plus de place dans ce domaine-là. Suite à ça, mon intérêt pour les pierres était de plus en plus grand et j'ai commencé à m'acheter tout un tas de bijoux aussi en pierre. Et à un moment où j'étais en consultation avec des patients, une journée, j'ai commencé à voir leurs auras. Je commençais à voir que ce que je voyais, à comprendre ou percevoir que ce que je voyais, c'était la mémoire de certains ancêtres aussi, qui étaient présentes
à ce moment-là, parce que c'était en lien avec la problématique qu'on abordait à ce moment-là. Et ça s'est ouvert comme ça petit à petit. Pourquoi tu ne l'as pas rejeté? Pourquoi tu ne les as pas rejetés, ces différentes ouvertures, ou parce que là, quand même, là, on monte d'un cran. Ouais. Tu nous parles des auras, tu parles des ancêtres. Pourquoi leur dire oui à ce moment-là? À ces perceptions, ou à ce que tu perçois? Quand j'ai commencé à faire un petit peu des recherches par rapport... il me semble que j'avais peut-être entendu vaguement parler de l'aura ou quelque chose comme ça. Donc j'ai commencé à faire des recherches après dans tous ces domaines-là. Et à voir qu'effectivement, il y a certaines personnes qui le voyaient. Par contre, pour tout ce qui était au niveau des ancêtres, je mettais un peu ça sous le coup de la fatigue, en fait. Comme si j'avais la perception visuelle qui se déformait un peu sous le coup de la fatigue. Et c'est petit à petit, au fur et à mesure, où j'ai compris que c'était les ancêtres que je voyais. Ok. Moi, ce que j'entends, c'est que Coralie, de plus en plus, ouvre des portes. Peut-être plus parce que... Alors, peut-être plus. Comme s'il y avait une vague qui touche l'inconscient collectif, où quelque part, ce qui était enfoui ou dans le déni auparavant, et les réseaux sociaux ou Internet aidant peut-être, je ne sais pas quelles étaient tes lectures diverses et variées peut-être, mais où quelque part on est beaucoup plus à même de s'ouvrir à ces dimensions-là, parce qu'on voit qu'autour de soi, bah tiens, lui il est comptable, il fait des séances de magnétisme sur ses amis, tel autre, il est banquier, pareil, où ça devient quelque part un petit peu la norme. Et au final, quand ça commence à toucher un petit peu un ensemble, un collectif, c'est un peu l'effet du centième singe, tu sais. Bah, on se pose plus trop de questions et puis on ouvre les portes parce que ça s'ouvre de soi, quoi. C'est dans l'air du temps, comme on dit. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle un peu, ce genre de choses, ce que je viens de dire? Alors, je dirais que c'est plus... je le verrais plus comme si j'avais refermé un peu la porte qui était ouverte depuis mon plus jeune âge. C'est comme un retour finalement à moi, à ce moment-là. T'as entendu ce que tu viens de te dire, là? C'est comme si j'avais fermé la porte qui s'était ouverte. Ah. Genre, plutôt, tu viens d'ouvrir la porte qui s'était fermée. Oui, ouais. Intéressant, hein? Ok. Lorsque on voit la kinésiologie, donc pour toi, ça ment pas. Ton corps, même, pour toi, est une certitude. Faut avoir une sacrée dose de confiance en soi pour avoir confiance dans les infos que m'envoie mon corps concernant une problématique qui touche quelqu'un que je ne connais pas et qui est là dans mon cabinet. Oui, certainement. Ouais, non, mais tu vois le... Ouais. Je veux dire que je sais pas parce qu'on va y venir à un moment donné à cette question, hein, de ceux et celles qui viennent à toi, et de leur degré d'ouverture. Ouais. Et dans quelle mesure tu es toi. Et si je pose la question, c'est qu'on revient sur ton site internet, psychologue, psychothérapeute en gros. Et puis dans les onglets, on voit un petit peu, et tu prends bien le soin d'expliquer telle chose, etc. C'est pour ça que je pose ce côté-là en avant. Finalement, à qui on peut parler, à qui on peut s'adresser, à qui on peut dire qui l'on est, sans avoir peur de choquer ou de faire fuir ou que sais-je. Alors, c'est pas tout à fait de l'hypnose, mais c'en est aussi. Enfin bref. EFT, kinésiologie, là tu es toujours en lien avec l'hôpital, hein. Tu nous parles de l'hôpital, des services dans lesquels tu travailles, chose qui n'est plus à l'heure actuelle? Non. Pourquoi avoir quitté le milieu hospitalier? Justement, ça allait très mal avec ma chef et elle a décidé de ne pas me garder. Et c'est à ce moment-là que j'ai ouvert mon cabinet, que j'ai commencé à créer un peu ce que je voulais au niveau subtil, donc à m'imaginer dans le cabinet que je voulais, etc. Et peu de temps après, j'ai trouvé le cabinet exactement celui que je recherchais. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à me former à de plus en plus de techniques, parce que quand j'étais dans le milieu hospitalier,
peut-être le dernier mois du milieu hospitalier, j'ai commencé à faire de l'EFT. Mais Ça avant, a été vraiment le tremplin. Oui. Est-ce que c'est difficile de quitter un milieu hospitalier où justement il y a des référents bien posés, il y a des collègues, même si c'est d'autres services, enfin voilà, c'est une fourmilière. Être autonome, indépendante, créer son cabinet, c'est autre chose. Et pour bon nombre de personnes, sauter le pas ou franchir le pas ou le faire, même si des fois on est poussé dehors de l'ancien monde, pourrait-on dire, c'est pas forcément évident. Comment est-ce que ça a été vécu, cette transition? Je sentais bien au fond de moi depuis quelque temps que j'avais envie de partir en libéral quand j'étais en institution. Mais justement, je sautais pas le pas, sachant que je suis encore un peu jeune et qu'il se dit un peu dans le milieu de la psycho qu'il vaut mieux passer par l'institution pendant quand même un bon moment pour pouvoir se former sur certaines données. Ça a été difficile, on va dire, peut-être les premiers temps, mais dans tous les cas, je voulais avoir un cabinet à un moment donné, et je sais que quand je veux quelque chose, je finis par l'avoir. Et puis maintenant, ça me correspond bien plus. Enfin, pour rien au monde, je retournerai en institution. Enfin, c'est ce que je dis pour le moment. Peut-être que dans quelques années, je dirai le contraire, mais vraiment pour rien, je fais ce que je veux, en fait. Alors, sachez quand même qu'elle est ceinture noire de judo. Ça vous donne un petit peu l'état d'esprit de la combattante en elle. Voilà, quand elle a décidé, peut-être aussi le côté espagnol, c'est on y va. Voilà la rebelle. Alors, une fois que tu as l'EFT, la kinésiologie, il y a d'autres outils là. Vers lequel est le prochain? Le prochain, c'est Matrix Reimprinting, donc c'est sûrement ça que tu appelles de l'hypnose. Alors c'est pour simplifier un peu entre parenthèses, je mets hypnose, mais en réalité c'est pas vraiment de l'hypnose, et les formateurs n'aiment pas parler de ça en tant qu'hypnose. Il faut éviter de dire le mot hypnose. C'est pour ça que j'ai utilisé ça, parce que effectivement il y a tout la terminologie anglo-saxonne qui ne parle pas du tout. Et quand tu mets hypnose juste à côté, là, ça parle plus. Mais sachant qu'effectivement il y a ce terme anglo-saxon, on sent bien que c'est quelque chose de bien particulier, de bien spécifique. Alors de quoi ça retourne? Alors Matrix Reimprinting, ça veut dire réimpression de la matrice. Ça consiste à ce que la personne rencontre une part d'elle sur laquelle on va travailler, donc d'un souvenir par exemple, sur lequel elle va revenir en imagination, donc en imagination, en visualisation, on va dire, en rentrant dans la matrice. Elle rencontre cette part d'elle. Elle la libère au niveau des émotions. Donc pour ça, elle fait de l'EFT sur la part d'elle, à un moment donné, pour pouvoir libérer... Elle-même, sur elle-même. Voilà, sur elle-même, dans l'image. Donc sur son moi enfant, par exemple, d'une certaine période. C'est de la visualisation. Oui, voilà. Et une fois que les émotions sont libérées, on apporte ce qu'on appelle une ressource. Comment le savoir si elles sont libérées ? Les émotions. Je demande à la personne justement ce que cette part d'elle ressent encore. Et suivant ce qu'elle me dit, soit il faut refaire encore une ronde de FT, soit il y a d'autres choses à faire. Ça dépend en fait, je m'adapte en fonction de ce qui se passe. Mais voilà, quand je vois qu'il n'y a plus d'émotion, on apporte une ressource. Donc ça, c'est la personne qui va choisir en fait ce qu'il faudrait pour mieux vivre la situation ou pour le ressentir d'une autre manière. Et cette ressource, on l'imprime à un niveau cellulaire, à un niveau cérébral et à un niveau énergétique. On l'imprime dans ce qu'on appelle la ligne du temps du passé et du futur, même si pour moi, il n'y a pas vraiment de passé et de futur, mais en tout cas, avec cette technique, on l'imprime comme ça. Souvent, je donne la consigne aussi aux patients de l'imprimer au niveau des vies antérieures, si elles y croient. Donc je laisse bien la mention si jamais elles y croient. Donc on imprime toute cette énergie comme ça. Est-ce que tu peux nous donner un exemple précis ? Oui. Pour voir l'amplitude de cet outil. D'accord.
c'est une personne qui vient pour un problème donné. J'essaye de voir avec elle ce qu'il y a besoin. Concrètement, le problème donné, ça peut être quoi? Un problème donné. Un problème donné. Problème donné pour une peur, par exemple, de se faire mordre par les chiens. On va prendre quelque chose de vraiment simple. Ouais. Pour une peur de se faire mordre par les chiens. En questionnant la personne et avec les informations aussi que je peux recevoir de la part de mes guides ou autres, des fois dans la pièce, certaines énergies que je peux voir, je vais pouvoir cibler un événement sur lequel il va falloir travailler. Ou alors, des fois, c'est juste une part d'elle sur laquelle il faut travailler, mais ça, c'est encore autre chose. Donc, je vais pouvoir, par exemple, cibler un événement sur lequel il faut travailler. Donc, par exemple, j'arrive à un moment de son histoire où elle a entendu son petit frère rentrer de l'école et qui s'était fait mordre par un chien, que ça avait été terrible, etc. Et où elle, ça avait pu la choquer, par exemple. Donc, on va revenir, en fait, sur ce moment-là. Donc en travaillant là-dessus, je vais dire à la personne de fermer les yeux. Moi, je vais stimuler des points sur son corps aussi pour pouvoir l'aider à rentrer dans la matrice. Et une fois qu'elle est dans le champ matriciel, qu'elle rencontre cette part d'elle qui a entendu toute cette histoire-là, elle va se présenter à cette part d'elle, lui dire qu'elle vient du futur, qu'elle vient pour l'aider. Et ensuite, elle va lui demander ce qui se passe pour elle, comment est-ce qu'elle se sent. Parce que quand un événement est trop difficile, on dit que cette part reste figée en fait dans le temps et qu'elle reste figée tant qu'on ne va pas la délivrer entre guillemets, elle reste bloquée, elle reste figée. Donc elle demande à cette part d'elle comment elle va, etc. Et puis là, on va pouvoir avoir les informations sur l'émotion qu'elle ressent, l'endroit dans le corps où elle ressent l'émotion, les croyances qu'il peut y avoir aussi par rapport à cet événement-là. Et à partir de ce moment-là, je vais lui dire de faire de l'EFT sur cette part d'elle à l'intérieur de l'image. Et moi, en même temps, je vais faire de l'EFT sur la personne. Alors, c'est comme ça que ça se passe quand ça se passe en cabinet. Sur Skype, je procède encore autrement parce que je fais aussi beaucoup de consultations par Skype. Ensuite, une fois que les émotions sont complètement libérées, que cette petite fille, par exemple, qui avait peur des chiens, se met à être dans des émotions plutôt positives, de détente, etc., que la nature, finalement, de l'information a changé, je demande à la personne de demander à cette part d'elle ce qu'elle aimerait, ce qui pourrait l'aider, comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que ça aille encore mieux, et en lui disant que tout est possible, que même ce qui appartient au monde imaginaire est possible, donc il n'y a pas de limitation. Et une fois qu'il y a tout ça, on apporte la ressource et je questionne la personne sur ce qu'elle ressent par rapport à tout ça. La ressource, ça pourrait être quoi dans le cadre de notre exemple? Dans le cadre, ça peut être par exemple de faire venir ses parents autour d'elle, parce que peut-être qu'à ce moment-là, ils étaient centrés sur le petit frère et qu'elle s'est sentie un petit peu seule et qu'elle aurait eu besoin, par exemple, que ses parents l'entourent. Donc de faire venir ses parents, que ses parents la rassurent, par exemple, la câlinent, etc. Ce qui va vraiment changer la nature de l'émotion. Et la nature énergétique. Et après, c'est cette énergie-là, en fait, qu'on imprime. Comment ? Alors, on imprime en texturisant un peu tout le ressenti, en mettant le plus d'informations possibles par rapport au ressenti. De mots qualificatifs sur l'ambiance, le visualiser avec le plus de détails possible, avec le plus de mots possible, les couleurs, les odeurs, les sons, que ça devienne de plus en plus réel, quoi. Oui. Voilà. Et une fois que ça s'est produit, je dis à la personne de faire descendre cette énergie au niveau de sa tête, dans tous ses neurones, que tous ses neurones se connectent avec tout ça, de faire descendre ensuite son énergie dans tout son corps, dans toutes les cellules de son corps, qu'elles vont imprimer tout ça, etc. De faire revenir l'énergie dans le cœur, d'amplifier l'énergie, d'envoyer l'énergie dans la ligne du temps du passé, donc jusqu'aux vies antérieures et dans les branches de la généalogie, de ramener cette énergie dans le cœur, de l'intensifier encore une fois et de la renvoyer après dans le futur.
Et une fois que c'est dans le futur, de ramener encore l'énergie au niveau du cœur, et puis je retexturise un petit peu pour que ce soit un petit peu plus fort encore, et ensuite de l'envoyer dans toute la matrice, dans tout l'univers. Ce qui est très intéressant, et on peut comprendre pourquoi tu l'as mis hypnose derrière. Il y a une autre pratique qui est utilisée d'ailleurs en milieu hospitalier, qui est la sophrologie, qui pourrait se rapprocher de ça, sauf que je ne pense pas que la sophrologie soit à ce point-là précise dans ce qu'elle peut donner comme injonction. C'est pas tant des injonctions, c'est pas des ordres, mais en tout cas c'est un accompagnement pour créer par l'esprit, l'imagination, un contexte les plus favorisants pour, on va dire, reprogrammer l'être ou guérir ces fameux sparks qui sont en souffrance. Quelles sont les limites de l'outil ? Limite de l'outil. Et quand je dis limite par rapport aux pathologies, aux traumas, je te donne différents exemples. Le viol, accident, voiture, moto ou autre, ou de sport, par exemple quelqu'un qui tombe de cheval. Bon. Ça peut être aussi avoir un accouchement pour une femme douloureux, avec derrière pour l'enfant. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut se servir de l'outil sur l'enfant, puisqu'il est en bas âge, par exemple. Ça peut être des déséquilibres de l'alimentation, boulimie, anorexie. Dans quelle mesure ça peut aussi marcher. Je peux prendre ça, voir peut-être des maladies graves, suivre un protocole de chimio parce qu'un cancer, ou ça peut être un deuil, perte d'un parent, d'un enfant, etc. Est-ce que ça peut s'appliquer ? Est-ce que ça peut aider dans ces cadres-là ? Voilà, je te laisse... Alors, si le trauma est trop important à la base, il y a besoin quand même de faire en sorte que la personne ait déjà des ressources nécessaires déjà en elle avant d'aller travailler avec cette technique-là, et de libérer aussi toute la charge émotionnelle déjà si elle est encore présente suite au trauma. Et ensuite, quand on pratique, on utilise Matrix Reimprinting, on va pas forcément aller sur le moment le plus difficile. Ça peut être pas à pas. De temps en temps, enfin quelques minutes après, ou une fois que la personne est un peu en sécurité, par exemple, ou pas. Voilà, il y a quand même un dosage à avoir. Ensuite, pour tout ce qui est au niveau de l'âge, avec les enfants, on peut très bien l'utiliser. Sur des enfants qui sont vraiment en très 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 bas âge, quand les parents me contactent, souvent je travaille sur le parent. J'ai remarqué que souvent c'était quelque chose qui avait impacté un parent qui est à l'origine de la problématique de l'enfant. Donc soit c'est au moment de l'accouchement, par exemple, pour une mère, soit c'était au moment où la mère était enceinte, qu'il y a eu un événement difficile dans la famille. Et en travaillant du coup sur la mère, pour reprendre l'exemple de la mère, ça va venir travailler directement sur la problématique de l'enfant. Enfin, ça va venir impacter en tout cas la problématique de l'enfant. Par quel biais ? Énergétique, vibratoire ? Oui, énergétique, oui. C'est un outil assez remarquable, de ce que j'en entends. Et en même temps, tu nous as donné un élément important que je reprends pour avoir ton sentiment là-dessus. C'est cet outil marche vraiment bien dès le moment où la personne accepte de revivre quelque part l'émotion. Quand il s'agit de vivre cette émotion. Ce que je veux dire par là, c'est que on peut, vis-à-vis de certains événements traumatiques importants, revivre l'émotion, tu l'as dit, des fois c'est pas possible, c'est trop, et il n'y a pas assez de ressources
pour la personne pour qu'elle puisse faire face à l'émotion brute. Est-ce à dire que dans ce cas-là, il s'agit d'y aller par paliers, comme des paliers décompressants quand on va au fond de la mer nager en apnée, ou avec des bouteilles, qu'importe. Est-ce qu'il s'agit d'éplucher des couches d'un oignon, et dans quelle mesure la personne est prête à accepter ça dès le moment où, paroxysme, elle l'a mis en déni. Je veux dire, elle ne veut même pas le voir dans sa réalité, cet événement. Elle l'a oublié, elle a mis une chape de plomb dessus, elle a foutu ça à la poubelle, et puis un nœud, des cordes, des pierres, pouf, au fond de son inconscient, terminé. Donc, quand bien même tu arriverais à retracer, toi, via le corps, le FT, la kinésio, un endroit où tu sais, bon, voilà, là, vous avez vécu quelque chose de traumatique, je sais pas, admettons, à 4 ans. Imaginons, la personne a été violée. Mais elle ne le sait pas, elle l'a entre guillemets totalement occulté. Comment, alors qu'elle a vécu, elle vit dans son présent un blocage par rapport à, je sais pas, par exemple le fait d'avoir un enfant. Voilà. Elle dit voilà, j'y arrive pas, je sais pas pourquoi, il y a un blocage, on a tout essayé, etc. avec mon mari, blablabla. Bon, ok. Dans ce genre de circonstances, comment est-ce que tu fais pour amener la personne à lui dire ou pas, bah voilà, en fait, c'est que vous avez vécu ça. Seulement là, le fait que je peux pas vous le dire, c'est à vous à y arriver petit à petit, peut-être. Comment est-ce qu'on amène un truc aussi énorme à la conscience? Comment préserver, je dirais, l'intégrité psychique d'un individu qui n'est pas prêt du tout à accepter de vivre certaines émotions, voire d'avoir, ne serait-ce qu'en conscience, l'événement en lui. Alors j'y vais déjà par palier, déjà, quand il y a des choses qui sont assez compliquées. Mais j'utilise pas forcément cet outil-là. Je m'adapte vraiment en fonction de ce qui se passe et je fais même des fois des mélanges un peu d'outils où je fais les choses un peu à ma manière aussi. Ça, c'est vraiment les outils de base que tu présentais tout à l'heure. Oui. Mais j'ai vraiment des manières de procéder où je sors un peu du champ en fait des outils. Ensuite, pour reprendre en fait l'aspect qui est un peu difficile, qui peut paraître difficile dans Matrix Reimprinting, la personne se confronte pas vraiment, enfin elle ressent pas vraiment ce qui s'est passé en elle en fait, parce qu'il y a un état de dissociation en fait. Elle rentre dans l'image et elle voit cette part d'elle. Donc cette dissociation fait que l'émotion qu'elle ressent n'est pas aussi forte que si je lui disais de se remettre dans ce contexte-là. Mais c'est pas forcément l'outil que je vais utiliser s'il y a vraiment quelque chose de trop important, ou j'y vais un petit peu par petites touches, je vois un peu comment réagit la personne et je m'adapte et j'ajuste mes outils en fonction. Je peux aussi demander à la personne de répéter certaines phrases à des moments pour déprogrammer en quelque sorte des charges énergétiques, etc. en fonction aussi de ce que je peux entendre aussi, des informations qui me viennent aussi par mes guides et en fonction de ce que je remarque aussi chez la personne. Pour tout ce qui a trait aux dépendances, toi qui as travaillé avec la dictologie, dans quelle mesure est-ce que ce que tu proposes au sens large fonctionne? Que ce soit la boulimie ou l'anorexie, c'est des maladies reconnues, graves, sans parler des drogues. Est-ce que, je pense même au tabac ou à l'alcool, est-ce que ce que tu abordes peut être, j'allais dire marche, ou est-ce que ça a ses limites quand même? Qu'est-ce qui fait qu'il y a réussite par rapport à toutes ces dépendances? Alors je dirais qu'il y a des réussites pour les personnes qui sont plus ouvertes notamment, parce que souvent, ce que j'ai pu remarquer, c'est que dans les dépendances, il y avait des mémoires transgénérationnelles, il y avait des problématiques aussi au niveau des vies antérieures. Donc à ce compte-là, il faut que la personne soit capable de pouvoir être guidée jusqu'aux vies antérieures et à tout ce qui est transgénérationnel. Parfois, il peut m'arriver qu'en consultation, j'ai un flash d'une vie antérieure de la personne. Si je sais que la personne n'est pas ouverte, j'arrive quand même à traiter ça sans qu'elle sache que ça fait référence à une vie antérieure. En faisant de l'EFT, je peux le traiter par exemple.
ou en faisant en utilisant par exemple les phrases de la logosynthèse, je peux aussi pouvoir libérer tout ça sans forcément que la personne soit ouverte. Alors, tu viens de nommer la logosynthèse. Oui. Donc, qu'est-ce que c'est ? Logosynthèse, ce sont des phrases qu'on utilise pour pouvoir remettre les énergies à leur place. En fait, on part du principe que quand un événement se passe, que l'énergie se cristallise dans le champ de la personne et crée après des perturbations. La logosynthèse, elle va viser à libérer cette énergie, à la remettre en circulation et à libérer aussi l'énergie qui n'appartient pas à la personne, de la remettre où elle doit se mettre. Donc parfois ça appartient plutôt à d'autres personnes. Donc il s'agit de comme de mantra ? De l'intention, on va dire. Tout simplement. Je n'avais jamais entendu parler de cette pratique. Ouais. Où est-ce que tu as eu l'occasion d'entendre ça et pourquoi t'y es formé ? J'ai vu ça en m'intéressant à la psychologie énergétique, parce que l'EFT et Matrix Reimprinting font partie de la psychologie énergétique. Il y a énormément d'outils de psychologie énergétique qui existent quand même. En France, on n'a pas accès à tous ces outils-là parce qu'ils viennent des États-Unis. On a beaucoup de retard en France, donc on n'a pas encore tous les formateurs francophones qui peuvent nous délivrer tous ces outils-là, nous enseigner tous ces outils. Et la logosynthèse, c'était en me renseignant par rapport à la psychologie énergétique. J'avais trouvé que ces phrases que j'avais réussi à trouver sur Internet faisaient bouger beaucoup de choses en moi quand je les utilisais. Donc je les ai beaucoup utilisés sur moi, comme tous les outils auxquels je suis formée, je les utilise quand même avant de me former et encore après. Tu peux nous donner quelques phrases pour voir un petit peu de quelle fibre c'est ces phrases ? C'est tout simplement que je récupère toute mon énergie en lien avec un problème donné et je la replace à sa juste place en moi. D'accord. C'est tout simple en fait, sauf qu'en logosynthèse, normalement on utilise un protocole en fait pour aller à la racine, pour aller vraiment travailler sur ce sur quoi on est censé travailler, mais moi je n'utilise absolument pas avec le protocole. J'utilise les phrases mais complètement sorties du protocole de base. D'accord, alors ça me fait penser un peu à un mélange de visualisation créatrice, de pensée positive et en même temps d'auto-hypnose qu'on se donnerait. Mais il y a un élément clé là que tu nous as donné, c'est l'intention. J'allais dire pourquoi, en quoi l'intention est-elle si importante, puisque là on parle de choses, ma foi, il s'agit de reprogrammation linguistique, on pourrait parler peut-être de PNL, je ne sais pas. Bref, quelle est l'importance de l'intention dans tout, cet outil-là peut-être spécifiquement ? Pour moi, c'est l'intention et le pouvoir du verbe qui fait beaucoup. Les mots qu'on emploie sont très importants, toujours. Ça a une vibration énergétique, ça a une charge énergétique. Et l'intention, c'est pareil, c'est une énergie qui est utilisée. Donc, pour moi, c'est vraiment essentiel. Et les personnes qui sont pas ouvertes à ce genre de choses, quand je leur fais réciter les phrases que je leur dis, ressentent les énergies dans leur corps, même celles qui sont pas ouvertes. Du coup, ça les ouvre aussi petit à petit à quelque chose. J'ai beaucoup de patients qui s'ouvrent de plus en plus à tous ces domaines-là. Parce qu'on le ressent, les énergies qui bougent dans le corps, on le ressent. Est-ce que tu as eu l'occasion de voir ou de rencontrer des collègues psychothérapeutes, psychologues, et de leur parler un petit peu de ce que tu fais et de voir peut-être certains résultats que tu as obtenus. Je ne sais pas s'il y a il doit y avoir, je pense, alors je ne sais pas si on peut pas appeler ça un syndicat ou un ordre, comme il y a l'ordre des médecins, un ordre des psys ou psychologues. Et dans quelle mesure est-ce que finalement, quelque part, ce à quoi tu t'es ouvert, t'en fais profiter là aussi les autres, ou tu les amènes peut-être à se poser des questions, à réfléchir ? Alors, j'en parle avec 3 copines qui sont psychologues, qui viennent toutes d'orientations un peu différentes, mais sinon, c'est pas
Déjà, je ne suis pas forcément en lien avec beaucoup de psychologues. Et puis, sur les forums de psycho, je ne m'amuserais pas à parler de ce genre de choses. Ce serait vraiment très mal perçu. C'est vrai ? Ouais. D'accord. Parce que c'est vrai qu'il y a du chemin qui a été fait. Hein. À travers ce que tu nous dis là, il y a une ouverture où on aimerait avoir beaucoup plus facilement affaire à des personnes comme toi. Et si je dis ça, c'est notamment dans le cadre juridique, dans les affaires familiales, les cas de séparation, etc., où il y a certains traumas ou des expériences qui ont été vécues qui sont difficilement nommables, notamment auprès d'enquêtes psychiatriques, avoir affaire à des enquêtes sociales, etc. Et c'est vers des personnes comme toi, pour le coup, qu'on a tendance à se tourner en temps normal, parce que reconnu d'un point de vue social. Seulement, ce serait d'une grande aide d'avoir quelqu'un qui soit ton ouverture d'esprit. Parce que comme tu viens de le dire sur les forums en question, parler de certaines choses, on pourrait être qualifié tout de suite de fou ou que sais-je encore. Donc une ouverture d'esprit est indispensable et très intéressant de voir dans quelle mesure peut-être ces différentes techniques s'ouvrent, j'allais dire, en France, certes, et puisque tu nous as dit tout à l'heure qu'il manque de formateurs par rapport à ces différentes techniques, sachant que maintenant tu les exerces, est-ce que tu as l'intention un peu de les transmettre pour qu'il y ait de plus en plus peut-être de psychologues qui pratiquent ces techniques? Alors l'EFT, c'est une technique que je transmets à tous mes patients. Dès que je les vois en séance, je leur explique comment on utilise l'EFT, comment elles peuvent l'utiliser aussi chez elles, etc. pour qu'elles puissent aussi travailler elles-mêmes, être autonomes, avoir un outil de régulation, par exemple, quand il y a trop de stress, des crises d'angoisse, etc., que la personne elle puisse avoir quand même quelque chose. Donc je l'enseigne à mes patients, on va dire. J'ai des vidéos aussi que j'ai mis en ligne aussi, où j'explique un peu comment l'utiliser. C'est peut-être pas forcément suffisant pour l'utiliser pour chaque personne, mais je transmets comme ça. Pour l'instant, ça m'est pas encore venu de l'enseigner à d'autres psychologues. Mais il y a quand même certains psychologues, des médecins, des psychiatres, etc., qui sont formés quand même à l'EFT. Donc pas forcément aux autres techniques, mais l'EFT, il y a vraiment une validité au niveau scientifique. Il y a beaucoup d'études qui ont été réalisées. J'ai pas le chiffre en tête, parce que j'ai du mal à retenir les chiffres, mais il y a beaucoup d'études. Intervient la méditation, excuse-moi. Ouais. Alors, est-ce à dire que la méditation que tu proposes est en lien avec toi-même, tes propres expériences, tes ressentis, de l'aide que ces expériences t'ont permis de recueillir en toi et que tu donnes, des petits exercices comme ça pour permettre certaines choses? Ou est-ce des pratiques méditatives, puisque tu parlais tout à l'heure de la méditation de pleine conscience, que tu as eu peut-être l'occasion de pratiquer par la suite, je ne sais pas. Comment ça se passe vis-à-vis de la méditation? À quoi elle te sert? Alors la méditation, pour le moment, j'en parle à certains patients quand ils ne savent pas comment méditer. Je les guide pour qu'ils puissent méditer de leur côté. Et dans à peu près un mois, je crois, je vais mettre en place des méditations dans mon cabinet, des méditations de groupe, où je pense intégrer avant l'EFT pour pouvoir vraiment libérer toutes les tensions, toutes les idées qu'on peut avoir à l'esprit, etc., pour entrer plus facilement dans un état un peu moins mental, on va dire. En quoi c'est important? C'est important parce que pour moi, c'est pas au mental de guider la vie des personnes. C'est toi qui dis ça maintenant? Oui. Oui, tiens. C'est bien, au moins tu as les deux côtés maintenant. Oui. Et chacun a sa place entre l'intellect et le cœur. On voit qui prédomine chez toi, en tout cas, j'ai pu le constater. Le Reiki, dans cette histoire, à quel moment il vient? Alors, le Reiki, il n'y a pas énormément de temps non plus.
Je dirais peut-être 2 ans, quelque chose comme ça, où j'ai commencé à me former au début au Reiki Ushui. J'ai fait le premier degré, deuxième, et ensuite j'ai changé d'enseignant. Je me suis formée au Reiki Shambhala, où je suis allée jusqu'au dernier niveau, où maintenant je peux former au Reiki. J'ai déjà formé dans mon entourage, mais j'aimerais bien avoir le temps pour pouvoir refaire des manuels de formation et l'enseigner peut-être à plus de personnes, parce que pour moi c'est aussi un outil qu'on peut utiliser aussi personnellement sur soi-même. Donc je trouve que c'est intéressant, tout comme le FT peut être utilisé sur soi. Je trouve que c'est vraiment un trésor de pouvoir avoir finalement quelque chose qui peut nous apporter. Ouais, de l'autonomie. Oui, oui, oui. Et c'est ce que j'aimerais pouvoir enseigner justement aux personnes, avoir justement les clés en main. Ça serait, oui, déjà, j'allais dire peut-être que tu es la mieux placée en tant que thérapeute, parce que le proverbe dit mieux vaut apprendre à pêcher que de donner un poisson. Or, force est de constater qu'on est quand même, on aime bien être assisté, quoi. Et que passer à l'action, se prendre en main, quand bien même l'enseignant, quel qu'il soit, nous dit bah tiens, voilà les outils, ouais, je veux bien t'apprendre à t'en servir, mais les voilà, quoi. Allez, quitte le nid, vole de tes propres ailes. C'est pas forcément toujours évident, on a tendance à bien aimer nos habitudes, c'est confortable, tout ce qui est nouveau, et puis bon, si on peut se le faire, pourquoi j'irais me casser la tête à apprendre quelque chose de nouveau? Donc le désir que tu aurais, comme bon nombre d'autres thérapeutes, de rendre les gens autonomes, c'est peut-être pas forcément gagné. Ce que je veux dire par là, Coralie, c'est que parmi les personnes qui viennent te voir, je ne sais pas dans quelle mesure ces dernières ont été sur ton site, ont vu l'éventail des outils, et dans quelle mesure ils viennent voir juste la psychologue, psychothérapeute, et dans quelle mesure ils sont prêts à s'ouvrir, à dire tiens madame, monsieur, bon j'entends ce que vous me dites, vous savez j'utilise telle technique, quel truc, voilà, ça pourrait vous aider. Donc comment ça se passe quand tu reçois les gens? Est-ce que tu as plus d'hommes, de femmes? C'est quoi un petit peu tout ça, ta clientèle? Son attitude vis-à-vis de la thérapie? J'ai un peu de tout. De toute façon, des hommes et des femmes. Peut-être un petit peu plus de femmes, et encore, je suis même pas sûre. Mais j'aurais cette tendance à dire un peu plus de femmes. J'ai des personnes qui sont très ouvertes, d'autres qui sont en cours d'ouverture, j'ai envie de dire. D'autres qui sont plutôt fermées, mais en phase d'ouverture, on va dire. Beaucoup de mes patients viennent me voir sans savoir ce que j'utilise. Pour eux, un psy, c'est un psy, et puis ils ne savent pas comment travailler un psy dans tous les cas, donc ils iraient voir un collègue, ils n'ont qu'une idée de comment ça se passe. Donc, et ça veut dire qu'ils vont jamais sur le site, ton pas site? Forcément. En tout cas, ça reste une minorité, c'est ça que tu nous dis? De ceux qui viennent en disant voilà, j'ai été sur votre site, hein, j'ai vu ce que vous faites. Je pense une minorité, ouais. J'ai l'impression. Je pense que beaucoup sont guidés eux aussi. Bouche à oreille? Oui, bouche à oreille, ouais, qui fonctionne beaucoup le bouche à oreille. Et puis certains patients viennent parce qu'ils savent que j'ai cette technique bien spécifique. Donc là, les consultations par Skype, il y a beaucoup de monde aussi qui viennent par rapport à ce qu'ils ont pu lire sur mon site. Ok. Est-ce qu'ils savent pourquoi ils viennent? Et quand je dis ça, j'entends par là, et je pense que ça doit être une de tes premières questions, pourquoi vous êtes là? Est-ce qu'ils savent pourquoi ils sont là, dans ton cabinet? Alors pas forcément tous, et parfois ils s'inventent un peu une raison de venir, on va dire. Ils s'inventent un peu une problématique, et finalement je me rends compte que ce qui a besoin d'être travaillé, c'est pas l'apparence finalement, la problématique apparente, mais ça va être autre chose. Quelle proportion entre des blocages, on va dire, qu'on pourrait qualifier d'ordre psychologique,
quelle proportion de ceux qui viennent en ayant conscience que c'est un problème d'ordre émotionnel, voire est-ce qu'il y en a qui viennent parce qu'ils se disent voilà, j'ai telle pathologie et j'ai besoin de me faire accompagner par un psy. Je donne un exemple tout simple. Quelqu'un qui vient d'apprendre qu'elle a un cancer et qu'elle doit suivre un protocole qui va durer X temps, ou une ablation du sein, ou que sais-je, ça peut être très lourd psychiquement. On voit ce qui se passe dans notre société à l'heure actuelle, gilets jaunes, la grève, etc., qu'il y a beaucoup de burn-out, de suicides, etc. Donc, c'est pour ça que la question sous-jacente derrière, c'est est-ce que les gens viennent te voir en sachant qu'ils vont pas bien? Est-il nécessaire de venir te voir en étant pas bien? Alors non, déjà il n'y a pas besoin d'avoir un mal-être, vraiment. On peut juste avoir besoin de libérer des choses en soi. Certaines personnes viennent justement dans un besoin justement d'évolution, on va dire. C'est plus une quête un peu spirituelle. D'autres personnes viennent parce qu'elles ont une problématique dans leur vie qui les questionne ou qui a questionné leur entourage, ou certaines personnes de leur entourage ont pu dire de consulter, ou un médecin traitant qui a pu dire par exemple de consulter, ou une amie qui a suivi une psychothérapie à un moment et qui a trouvé beaucoup de bénéfices à la psychothérapie peut conseiller à la personne d'en suivre une aussi. Il y a plusieurs. Il y a de tout. Ils viennent ça, de plusieurs manières. Lorsque on vient te voir, alors tu disais que le bouche à oreille aide pas mal, bien évidemment, que notamment ils viennent te voir parce qu'ils ont entendu dire que tu n'étais pas juste une psychologue ou une psychothérapeute. Ah, tiens, ça intrigue. Peut-être que si elle a plus d'outils, elle pourra m'aider parce que ça fait des mois, des années que je cherche et que je tourne en rond et que donc plus j'aurai quelqu'un qui aura des outils dans sa sacoche et plus j'aurai peut-être de chances de me sortir de là où j'en suis, quoi. Comment se passe, j'allais dire, peut-être le premier entretien? Et si je pose cette question, je te parle là pour le coup un peu pour moi, des fois, des quelques entretiens que j'ai pu avoir avec un psy, à la fin de la première consultation, on peut être un peu resté sur sa faim. On peut attendre des miracles en disant, voilà, j'y vais, je prends mon courage de demain, je vais voir un psy. Bon. Et on peut se dire à la fin de l'entretien, bon, il s'est rien passé, quoi. Un peu d'être déçu, tu vois. Donc, question, qu'est-ce qui est essentiel pour toi lors d'un premier entretien? À la fin de l'entretien, qu'est-ce qui doit être établi ou non? Alors, pour le premier entretien, ce qui est essentiel déjà, c'est de pouvoir faire l'anamnèse avec la personne. C'est-à-dire qu'elle puisse évoquer les différentes choses qu'elle a pu vivre dans sa vie. Donc, je pose tout un tas de questions vraiment sur l'ensemble de la vie. Donc il y a aussi des prises de conscience à ce moment-là, parce que des fois je peux faire des remarques à la personne ou l'inviter à réfléchir sur certaines choses à ce moment-là. Et ça permet aussi d'avoir une synthèse aussi, ou de relier déjà certaines choses entre elles. J'explique aussi la manière dont je travaille. Donc j'explique aussi les outils que j'utilise, que ce soit le FT, Matrix Reimprinting, la TAT. T'en parles quand même? T'attends pas ouais, ok. Ouais. Donc j'en parle en fin de séance, je leur explique aussi en quoi ça consiste, etc. Voilà. Et puis je donne aussi une feuille aussi sur le FT pour que la personne elle puisse déjà commencer à lire le document, à voir comment on utilise le FT. Je la guide vers certaines vidéos de petits outils que j'ai pu mettre à disposition pour que si elle en ressente le besoin, elle puisse se tourner déjà vers ces outils-là. Alors, là, c'est intéressant parce que tu as parlé de toi et de ce qui était important lors d'une première séance. Maintenant, en se mettant à la place du patient, qu'est-ce qu'il est important que le patient ait comme réponse à des questions non verbales ou pas, j'en sais rien, à la fin de la première séance? Qu'est-ce qui est essentiel pour toi pour que ça puisse vraiment bien marcher entre un thérapeute et un patient? Qu'est-ce qu'il est important que le patient ait comme conviction, j'allais dire, à la fin du premier rendez-vous? Pour moi, c'est important que le lien,
qui se sentent à l'aise, qui puissent sentir qu'il va pouvoir travailler avec moi et avec mes outils. Sans ce lien, s'il n'y a pas d'alliance thérapeutique, c'est compliqué. Donc on parle de confiance. Oui. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui arrêtent en chemin par rapport à ce pourquoi ils sont venus à la base? Alors en chemin, c'est-à-dire plus sans avoir terminé quelque chose ou après le premier? Terminé, ouais. Oui, certaines personnes viennent parce qu'à la base, elles vont ressentir un blocage dans leur vie, un mal-être, et finalement, une fois que ce blocage ou ce mal-être aura disparu, elles vont arrêter, alors que je sais qu'il y a d'autres choses encore à travailler, encore peut-être même plus profondes. Toi, tu le sais, mais est-ce qu'elles le savent? Est-ce que tu vous en parlez? Ça arrive, ouais. Ah, ouais. Après, je laisse vraiment la liberté aux personnes de me consulter, de prendre rendez-vous, d'arrêter à n'importe quel moment. J'ai un agenda en ligne, donc elles prennent rendez-vous aussi directement en ligne. Donc elles peuvent annuler un rendez-vous à n'importe quel moment ou prendre un rendez-vous. Ou certains arrêtent pendant un moment et puis se rendent compte que plus tard, plusieurs années plus tard, il y a d'autres difficultés, donc elles reprennent contact avec moi directement. Une des questions peut-être qu'on a dû te poser, voire à mon avis à chaque fois, combien de temps ça va durer? Ça, c'est la question à laquelle on ne peut pas répondre. C'est vrai? Ouais. Il n'y a pas de règle? Non, il n'y a pas de règle. C'est pas possible. Non, parce que je me rends compte qu'au fur et à mesure en fait, que les choses sont dénouées, qu'on enlève des mémoires, il y a d'autres choses, d'autres informations qui viennent. Un peu comme s'il y avait des choses un peu à balayer de manière un peu plus superficielle peut-être au départ et aller de plus en plus profond. Donc je ne reçois pas forcément les mêmes informations, des informations qui pourraient être qui sont très importantes, je ne vais pas les recevoir directement en fait. Et si je ne les reçois pas directement, pour moi c'est parce qu'elles n'ont pas besoin d'être travaillées au moment où la personne se présente. On arrive à la fin de cette émission. Je voudrais te laisser une porte ouverte pour dire ce que tu souhaites, quelque chose qui te tiendrait peut-être à cœur, pour toi serait peut-être important de dire ou d'exprimer. Pour moi, je dirais que c'est important que chaque personne prenne soin de soi et puisse s'aimer et aimer les autres. Que l'amour, c'est une énergie qui est essentielle et que aimer toutes les parts de soi est essentiel, même les parts qu'on n'a pas envie de reconnaître. Voilà ce que je dirais. Un grand merci Coralie pour être venue encore une fois dans cette émission. Merci pour ce partage, pour t'être livrée. Et voilà, pour ceux et celles d'entre vous qui nous ont suivis jusqu'au bout, eh bien, toutes les informations nécessaires concernant Coralie Peralbo, vous les retrouvez sur la page d'Immédiat qui lui est consacrée. Vous avez sur YouTube le lien qui vous emmène directement à la page dans le descriptif, donc vous pouvez cliquer dessus. N'hésitez pas, là encore, à aller y jeter un coup d'œil, vous aurez toutes les informations. Page Facebook, chaîne YouTube, numéro de téléphone, email, site internet, enfin la totale. Donc toutes les infos concernant Coralie, c'est sur Immédiat que vous le trouverez. N'hésitez pas là aussi à laisser un commentaire, que ce soit sur le site d'Immédiat ou sur YouTube, un pouce vers le haut, un pouce vers le bas. Dites-nous comment vous avez perçu cette émission. On se retrouvera le mois prochain. N'hésitez pas là aussi à nous soutenir financièrement en fonction de vos bourses si vous estimez que le travail que nous vous proposons en cadeau vous apporte tout simplement. Merci à vous tous, on se retrouvera le mois prochain. Prenez soin de vous, à bientôt, au revoir.